présente aujourd'hui la présentation La lutte hégémonique du mouvement des femmes pour une Brésil féministe et démocratique. Selon la philosophe brésilienne Marlene Schiawi, la société brésilienne est par nature autoritaire et les principes de libéralisme et de républicanisme n'y sont rarement matérialisés au cours de l'histoire. La différence entre les domaines publics et privés n'est pas nette. On n'y tolère pas le principe formel et abstrait d'égalité dans la loi. S'ensuit donc une répression générale qui, à son tour, génère des luttes de classe, de race et de genre. La société brésilienne est structurée de façon très hiérarchique et à l'intérieur, l'État apparaît comme le fondateur de la société et les rapports sociaux y sont empreintes de favoritisme, jamais de droit. Certains individus sont désignés comme autant supérieurs et inférieurs. Une personne supérieure dans une relation peut être considérée comme inférieure dans une autre relation. La position prend des codes hiérarchiques qui régissent les rapports sociaux et personnels. Tous les rapports prennent une forme de dépendance, de tutelle, de concession, d'autorité et de faveur et qui se terminent en violence symbolique, qui devient la norme sociale et culturelle. Ces rapports constituent un cercle fatal d'arbitraire pour ceux qui dominent et de transgression pour ceux qui sont dominés. Donc, ça, c'est un aspect important, l'aspect de domination dans la culture brésilienne. La domination personnelle est régie non par des normes juridiques, mais par des normes inscrites dans les coutumes. Donc, on trouve la domination renforcée par les rapports verticaux entre dominants et dominés, mais on trouve aussi des rapports horizontaux représentés par la solidarité renforcée entre les dominés et les exclus. Donc, on a ces deux tendances lourdes, la domination par une élite, la concentration de ressources et l'exploitation des classes populaires d'un côté. De l'autre côté, la résistance et la contestation de cette domination par des organisations sociales et politiques à travers de différentes générations de mouvements sociaux. Dans ce dernier, on trouve aussi des valeurs, des croyances et des pratiques de solidarité, de justice sociale, de droit et dignité humaine et d'égalité. Donc, on se trouve devant une lutte hégémonique et cette présentation parlera plutôt de la lutte hégémonique entre le régime patriarcal et un régime de genre. On comprend la domination culturelle de la classe dominante ainsi que le rôle que les pratiques quotidiennes et les croyances collectives jouent dans l'établissement des systèmes de domination. Au Brésil, on parle d'une culture dominante, patriarcale, classiste, raciste, hétéronormative, basée sur une hiérarchie sociale, économique et politique où certains groupes jouissent des privilèges et c'est basé aussi sur l'harmonie sociale où tout le monde accepte sa place et y reste. Le patriarcat est un puissant héritage du passé colonial qui a façonné les structures politiques et économiques de la nation, ainsi que sa culture, ça veut dire les croyances, pratiques et relations sociales. Une culture définit les représentations des corps, des gestes, des comportements, des valeurs pour définir des conduites acceptées et interdites pour chaque corps sexué. Le conservatisme est fondé sur la valorisation du passé, réel ou mythique, de la tradition, de l'autorité basée sur la hiérarchie et sur l'ordre. La formation de la famille patriarcale et les pratiques sexuelles sont des stratégies essentielles pour affirmer le pouvoir et reproduire la hiérarchie sociale. C'est un pilier culturel qui définit la nation et elle est incarnée dans l'ordre.
et d'une certaine façon opposé au progrès. Je parle de ça parce que ce sont des deux mots qui apparaissent sur le drapeau brésilien, l'ordre et le progrès. Aujourd'hui, ce modèle dominant est évoqué par la droite conservatrice qui affirme que la réduction de l'autorité des hommes à la maison crée une anarchie sociale et ouvrirait la porte au communisme. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire, ça s'est passé aussi, le même discours dans les années 50 et 60, juste avant le coup d'État militaire en 64. Dans ce modèle, l'idéal type genré consiste des femmes qui sont à la fois dépendantes des hommes, de leur famille, mais aussi elles sont responsables pour s'occuper de ces hommes. Elle doit se subordonner ses besoins et sa sécurité aux hommes. Le mari est considéré comme le chef de famille, tandis que la femme a pour rôle exclusif de s'occuper du foyer et des membres de la famille. Un homme est responsable de la discipline de sa femme et de ses subordonnés. Le contrôle des femmes et le fait de les maintenir dans leur état d'infériorité est une source de prestige pour un homme. Dans ce contexte, et en général au Brésil, de nombreuses femmes souffrent d'une pauvreté écrasante, des difficultés à élever leurs enfants, de la violence à la maison, ainsi que des niveaux élevés de violence urbaine autour d'elles. On attend des mères qu'elles s'occupent de leurs enfants, ce qui alimente la vision culturelle et religieuse de la mère comme étant désintéressée et généreuse. Quelles que soient les difficultés structurelles, y compris la pauvreté et la violence urbaine, ainsi que les niveaux élevés de machisme et de contrôle des femmes basés sur des normes sexospécifiques. L'accent est mis sur la famille et la soumission des besoins et de la sécurité des femmes en faveur de l'unité et de l'harmonie de la famille. Ce qui signifie le sentiment d'identité et de subjectivité des femmes est médiatisé par leur rôle sexué et normatif d'épouse, de mère et de gardienne de la famille. Ça, c'est le contexte historique des rapports de genre au Brésil. Ce qu'on trouve au niveau, on trouve aussi des avancées du mouvement des femmes depuis les années 70. Alors, le mouvement des femmes date de plus d'une centaine d'années. Ça fait très longtemps qu'il existe, ça fait plusieurs générations. Mais moi, je vais parler de ce mouvement depuis les années 70, on voit des mouvements sociaux, féministes, des femmes afrodescendantes réclament leurs droits et un changement de régime, encore une fois, du patriarcat vers un régime de genre par rapport à cette hiérarchie sociale. Les luttes féministes pour l'égalité de genre ont provoqué des changements profonds dans les hiérarchies de pouvoir et les relations de domination dans le domaine de genre et de la sexualité. Les femmes s'orientent vers la revendication de l'égalité des droits et des devoirs entre les hommes et les femmes, ce qui implique la remise en cause et le démantèlement des hiérarchies et des inégalités considérées et dites naturelles entre le féminin et le masculin. Il est noté la centralité de genre dans les principaux changements juridiques et politiques qui marquent l'histoire du Brésil. Je donne quelques exemples des droits acquis, en commençant par la lutte contre toute forme de discrimination sexiste dans l'éducation, les moyens de communication, les arts et la culture, la modification des droits de travail concernant les femmes, l'application des lois sur les crèches et la construction de celles-ci, la modification du statut des femmes dans le Code civil, je parle de la loi du divorce, la loi de la femme mariée aussi en 62, qui a le droit, qui depuis a le droit de travailler et choisir son lieu de résidence, la modification de la législation protectrice dans le Code du travail, l'installation d'un lieu centralisé d'information sur la contraception et des soins médicaux gratuits jusqu'à la mise en place de pratiques d'intervention et de prise de conscience dans les quartiers périphériques, le commissariat spécial pour l'accueil de la femme,
Et je dois souligner aussi qu'en 1988, lors du processus de bâtir une nouvelle constitution, au processus constitutionnel par le biais d'une coalition féminine large, et les députés ont réussi à faire approuver 80% de leurs demandes. La légalité des droits au sein, et ça inclut la légalité de droit au sein du mariage, l'égalité de rémunération et de droits en tant que travailleuse, le congé maternité, la reconnaissance des unions consensuelles en tant qu'entité familiale, l'égalité des droits familiaux pour les enfants indépendamment de l'état civil de leurs parents. Au niveau culturel, ça met en question la définition classique de la famille. Et ça ouvre la porte à d'autres définitions de la famille, ce qui est très important dans les politiques publiques sociales qui, concernant la famille, visent le chef de la famille. Et ça a changé à partir de 88. Ça a pris longtemps à prendre la place et à changer dans plusieurs politiques publiques à différents niveaux, national, de l'État et municipal. Je vous donne un exemple. Donc, moi, j'en ai fait de la recherche au niveau de logement social, que traditionnellement, c'est l'homme, c'est le chef de la famille qui reçoit le logement social dans son nom, qui a le titre de la propriété. Ce qui a changé au cours des années, à la fin des années 2000, d'abord au niveau municipal, puis après au niveau national, où on a remis le titre du logement à la femme, parce qu'on s'est rendu compte que d'abord, quand il y a un cas de divorce, il y en a souvent des cas de divorce, c'est l'homme qui garde le logement. C'est la femme qui est mise à la rue avec ses enfants, et comme elle est censée d'avoir déjà reçu le logement social, elle ne peut pas se mettre sur la liste pour d'autres logements sociaux. Donc, ça, c'est un exemple de comment le changement de la définition de la famille est très importante dans les politiques publiques. Il faut aussi souligner la loi Maria da Penha, et cette législation a changé le code pénal brésilien, et les agresseurs de femmes pris sur le fait peuvent être arrêtés sur la qualification du flagrant délit ou être placés en garde à vue et en détention préventive par la police, entre autres mesures, ce qui n'était pas possible auparavant. Elle fait prendre conscience à l'agresseur qui n'est pas le propriétaire de la femme, qui ne peut pas disposer de son corps en toute impunité, qui ne peut pas se compromettre son intégrité physique, psychologique et sa liberté sexuelle. Il y a aussi, plus récemment, en 2015, la loi de féminicide reconnue dans le code pénal. La loi approuvée considère qu'une femme est tuée en raison de son sexe quand le crime implique des violences domestiques et familiales, le mépris ou la discrimination contre sa condition de femme. La violence du féminicide intime est fondée sur et renvoie aux inégalités structurelles de genre légitimisées par le mémoire social, culturel et juridique dans les cadres de rapports domestiques et familiaux. Cette loi a produit un grand changement dans la société et les institutions brésiliennes, ébranlant la vision tradition selon laquelle une dispute de couple, c'est une affaire privée. Elle a favorisé un débat plus large sur les relations entre les sexes et a provoqué une prolifération des organisations féministes informelles, dont le point culminant a été la campagne en 2015 sur les médias sociaux contre le harcèlement et la violence sexuelle, le soi-disant printemps des femmes brésiliennes. Des marches contre la violence de genre se sont déroulées en permanence. Les médias mettent souvent aujourd'hui en lumière des cas de violence domestique et les campagnes électroniques se viralisent sur l'Internet. Ça, c'est quelques-uns. Je n'ai pas trop le temps de parler des autres. Toutes ces avancées contribuent à la sécurité des femmes, à leur autonomie et à l'égalité de genre. Mais comme tous les changements importants, elles apportent des conflits et des réactions. Face à ces changements, la droite conservatrice brésilienne vise un retour aux normes sociales
qu'elles estiment avoir été perdues en raison d'une modernisation et des politiques sociales progressistes favorisant la diversité et les droits des dites minoritaires. Dans leurs croyances, ces dernières, je veux dire la droite conservatrice, et puis on trouve que ces valeurs vont à l'encontre de l'idéal de la famille patriarcale traditionnelle et, encore une fois, mythique de la vie brésilienne. La rhétorique de la perte est basée sur une idée d'un retour à l'ordre, à la sécurité, à l'unité, un retour à quelque chose qui a été perdu, et les rôles, les relations et les identités sexuées sont une arène importante dans laquelle ils déplorent la perte des notions dites traditionnelles de genre et de sexualité. La nouvelle droite brésilienne est l'incarnation de la défense des hiérarchies et des inégalités. Elle veut justement conserver ces privilèges et les inégalités historiques que celles-ci produisent. Et ça a commencé il y a quelques années, pendant justement les gouvernements du Parti du Travailleur entre 2003 et 2014. Et même si ces gouvernements ont fait avancer plusieurs de ces acquis que je viens de mentionner, au niveau politique, l'alliance entre ces gouvernements et surtout le gouvernement Rousseff avec le caucus évangélique conservatrice était comme une des pires choix de ce gouvernement par rapport aux populations qui souhaitent des avancées en matière de droits de genre et de sexualité. Ça a une certaine manière donné un certain élan à la droite conservatrice, une place au pouvoir. Maintenant, je vais parler des exemples de discours et de pratiques conservatrices par rapport au genre aujourd'hui. Je vais commencer avec la question de violence et féminicide. Le nombre d'homicides dont les victimes sont des femmes est en hausse au Brésil, ce qui témoigne du fait que les valeurs machistes subsistent et que les hommes se croient, conscients ou non, détenteurs d'un permis de tuer des femmes. La violence de genre est la règle, ce n'est pas l'exception à la règle. Puis, je profite pour montrer un tableau, malheureusement c'est en portugais, mais qui démontre qu'il y a une agression physique à chaque 2 minutes au Brésil. Il y a un viol à chaque 8 minutes au Brésil. Ça, c'était en 2019. Puis ça démontre aussi le taux de violence contre les enfants et les adolescents, et aussi que quand on voit les victimes de féminicide, qu'il y en a presque 67% qui sont des afro-descendantes, et il y en a 90% qui sont mortes qui sont tuées par une compagnon ou une ex-compagnon. Seulement pour vous donner une idée de la gravité de la prolifération de la violence domestique et sexuelle au Brésil. Et il y a un problème aussi par rapport à des valeurs traditionnelles qui sont toujours prises par l'élite brésilienne. Je vous donne l'exemple des paroles d'un juge de la Cour familiale, de la Cour de famille en 2020, qui était pris en flagrant devant une femme victime de violence conjugale elle a demandé une mesure de protection au juge. Et sa réponse était « Personne n'agresse personne gratuitement ». Peut-être, il parle de son conjoint, peut-être que c'est une fille pourrie, mais c'était ton choix. Je m'en fiche de savoir qui a frappé qui. Donc, ça donne une idée des préjugés. Le juge qui a une victime devant lui et qui, victime, il stigmatise sa victime encore. Ce juge, en passant, a été discipliné, mais après que ses paroles ont viralisé dans les médias sociaux grâce à des journalistes féministes. Un autre exemple, c'est l'usage par des ONG chrétiennes de la médiation comme stratégie de réduire la violence et améliorer les relations domestiques.
Dans de nombreux cas, cela signifie que la médiation sans dénonciation à la police laisse l'agresseur dans une position de pouvoir plus importante, sans se soucier des conséquences juridiques ou des punitives des violences compromises contre sa partenaire. Le droit de la femme à vivre sans violence est subordonné dans ce cas à l'accent mis sur l'unité familiale, dans laquelle les rôles de genre dits traditionnels sont soutenus, tout comme les relations de genre qui soutiennent le patriarcat et l'importance de l'homme dans le foyer. Dans ces deux cas que je viens d'évoquer, le comportement moral de la victime, l'honneur de l'agresseur en cas de trahison présumée ou réelle, et le supposé sentiment d'amour incontrôlable lors de la séparation du couple ont souvent été pris en considération par des juges. Les féministes s'efforcent contre tout ça, dans une lutte hégémonique d'idées, d'éliminer les mythes sexistes sur la violence subie par les femmes et de construire des nouvelles perspectives culturelles qui n'acceptent plus la violence comme facteur naturel des relations. Deuxième sujet que j'aimerais aborder, c'est les droits reproductifs, l'interdiction de l'avortement légal et du statut de l'enfant à naître. Et encore une fois, selon les données que je vous avais montrées, on estime qu'il y a une vol à tous les 8 minutes au Brésil. Le pays reçoit un rapport de viol des filles de moins de 14 ans toutes les 2 heures. Mais encore pour la droite conservatrice, leur préoccupation n'est pas envers les victimes. Et ça se montre aujourd'hui, en 2021, d'un projet de statut de femme enceinte, ça s'appelle par les féministes la bourse viol, qui est présentement étudié au Sénat. Ce projet de loi transforme la victime de violences sexuelles en femme enceinte et le violeur en père, leur donnant ainsi le droit sur la vie de la victime. Le géniteur, c'est-à-dire le violeur, devient également responsable de la sauvegarde de l'enfant à naître, c'est-à-dire que la femme doit négocier avec le père de l'enfant, elle doit négocier avec son violeur le maintien de la grossesse ou la remise du bébé à l'adoption. Dans tout ce contexte, c'est la droite qui veut donner un coup et criminaliser l'avortement dans tous les cas. Et il faut souligner qu'au Brésil, 500 000 femmes ont recours à des fins de grossesse clandestines par année. Malgré cette réalité, 60% des Brésiliens sont opposés à la légalisation et sont de l'opinion que celles-ci devront être punies par des peines de prison, un peu comme ça se fait en Amérique centrale, en El Salvador. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire dans cette lutte hégémonique entre la droite et des valeurs féministes. Finalement, j'aimerais parler des politiques publiques de la famille où le gouvernement Bolsonaro a substitué le droit des femmes avec le droit de la famille. Sa ministre de la condition féminine a déjà déclaré publiquement la norme idéale de la société est une femme qui passe la journée à la maison et qui a un mari qui la soutient. Et dans cette doctrine chrétienne, elle comprend que dans un mariage entre un homme et une femme, l'homme est le chef. Et ça, c'est un exemple. Un autre exemple récent, en 2018, vient du vice-président de la République, Mourão, qui a dit, et je cite, « À partir du moment où la famille est déstructurée, des problèmes sociaux apparaissent. Ils frappent éminemment dans les zones défavorisées où il n'y a pas de père et ou de grand-père. C'est la mère et la grand-mère. Et à cause de cela, elles deviennent vraiment une usine d'éléments socialement inadaptés qui ont une tendance à rejoindre ces narco-gangs. » Je ferme les citations. Ce que le vice-président ne reconnaît pas,
c'est qu'au Brésil, il y a 40% des familles brésiliennes qui sont dirigées par des femmes chefs de famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type de famille au Brésil dans sa tête qui est la famille traditionnelle. Mais il veut nier tous les autres types de familles et la valorisation des femmes dans ces familles comme chefs de famille. Je vais conclure. Le Brésil, à travers les relations sociales, les croyances, les valeurs, normes dominantes, reproduit un lourd héritage d'inégalité et d'inéquité de genre. Dans la lutte hégémonique autour des perceptions, des sentiments et des arguments au sein même des relations sociales, il y a des forces qui luttent pour les conserver et celles qui luttent pour les changer. Du côté de la droite, le représentant au Congrès, aux églises et dans les médias critique l'utilisation du terme genre, par exemple, prône le retour du modèle de la femme soumise à son mari et minimalise les divers types de violences qui sévissent dans les rapports hommes-femmes. Il naturalise les violences physiques et symboliques contre les femmes. Les mouvements des femmes ainsi que d'autres mouvements sociaux ont propagé ces dernières années un puissant discours démocratique capable de modifier les habitudes et de s'opposer aux comportements qui engendrent depuis des siècles l'intolérance et les inégalités. Les sociétés civiles et politiques résistent en tissant des réseaux relationnels continus qui diffusent les droits fondamentaux de personnes comme principe qui n'admettent pas les discriminations selon le sexe, le genre, le type de sexualité, la race, la couleur, l'ethnicité ou la religion. J'aimerais finalement remercier le président de cette session et tous les organisateurs de ce merveilleux symposium. Merci beaucoup.